Bonjour et bienvenue à ce webinaire PF Grand Paris. Vous êtes nombreux à être inscrits, plus de 350, et c'est une innovation périale de pouvoir vous présenter la SCPI, les bilans et les perspectives de PFGP. Vous êtes nombreux à vous être inscrits en tant qu'associés, mais également nous accueillons également nos partenaires distributeurs. Voilà, l'aspect positif du Covid, c'est que nous utilisons maintenant les nouveaux outils technologiques que nous avons mis en place pour pouvoir communiquer à distance, puisque malheureusement, nous ne pouvons pas tenir cette année notre traditionnelle assemblée générale qui permettait de nous réunir avec les associés, de pouvoir partager et échanger avec eux sur la vie de leur SCPI, puisque les réunions physiques ne sont pour l'instant pas autorisées. Donc, vous avez pu prendre connaissance des rapports annuels qui vous ont été envoyés par courrier, mais également qui sont présents sur perial.com et dans votre extranet. Et nous vous invitons donc à l'issue de ce webinaire de pouvoir renvoyer vos pouvoirs à la société de gestion, voter par correspondance et également élire vos membres du conseil de surveillance. Ce webinaire ne constitue pas une assemblée générale, il est simplement là pour vous donner des informations et répondre à vos questions concernant PF Grand Paris. Alors, je vais me présenter, je suis donc Eric Cosra et président de Perial AM, et vous aurez donc les interventions successives de Yann Vicoq, directeur du Fund Management de Perial AM, Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial AM et qui sera en charge de l'asset et qui vous parlera effectivement des locations, et Anne-Claire Barbery, qui est la responsable RSE Innovation et qui vous présentera notre stratégie extra-financière, notamment environnementale et sociétale. Alors, l'impact du Covid-19, bien évidemment, nous allons vous en parler. Quel a été l'impact sur Perial AM et qu'avons-nous fait pendant cette période inédite et qui aura voilà, des conséquences économiques sur lesquelles nous allons chercher à y répondre et à vous dire ce que nous avons réalisé. Notre priorité, c'était la défense de vos intérêts et l'intérêt des associés. Et donc, nous avons mis les 220 collaborateurs de Perial, du groupe Perial, en télétravail, et nous avons pu continuer à gérer vos fonds et à être donc présents sur les différents marchés, et avec un objectif, assurer la pérennité des performances de vos fonds, et dont nous allons vous parler également donc, dans ce webinaire, avec une période assez accidentée compte tenu voilà, des fermetures administratives de beaucoup d'entreprises, des TPE, mais également de la cessation de l'activité économique qui a eu un impact sur nos locataires et donc pour lequel nous sommes à la fois donc complaisants pour les TPE. Nous avons participé à la solidarité nationale pour pouvoir tenir compte de leur situation, uniquement pour les TPE, donc très petites entreprises à fermeture administrative, et pour les autres, nous sommes donc en négociation et nous avons donc négocié avec bienveillance et fermeté de manière à ce qu'ils puissent assurer leur échéance de loyer avec des échelonnements, et en tout cas, on vous en dira deux mots tout à l'heure. Bien évidemment, notre objectif était également de protéger nos collaborateurs et les parties prenantes pour éviter toute contamination, et donc nous avons pris des mesures d'hygiène radicales, et progressivement, les collaborateurs de Perial sont de retour dans nos locaux et dans le bureau, puisque nous apercevons que, et on va vous en parler également, que le bureau reste incontournable pour faire fonctionner de manière correcte une entreprise. Et enfin, nous avons assuré le plan d'activité, de continuité de l'activité que nous avions envisagé et qui était prévu notamment lors de cas de cas de stress, et la période Covid en a été un. Et donc nous avons donc les équipes Perial ont pu assurer donc la vie, l'activité, et pouvoir assurer la performance de PFGP. Alors, la crise a eu un effet accélérateur sur beaucoup de sujets, beaucoup de tendances que nous avions d'ores et déjà observées auparavant. Notamment, vous savez que Perial AM est très engagé sur l'environnement. C'est pas uniquement sur PFO2, mais sur l'ensemble de son patrimoine. Et la crise a également mis en avant beaucoup de mutations qui étaient déjà identifiées dans nos sociétés,
des mutations d'usage, de comportement, et donc la crise du Covid a été un effet accélérateur, et nous allons donc s'inscrire dans cette tendance, et notamment donc pouvoir anticiper et accompagner les évolutions de ces comportements et usages, notamment l'usage des bureaux qui sont remis en question par le télétravail. Mais nous allons vous expliquer comment à la fois nous croyons beaucoup fermement au bureau, que nous croyons fermement aux grandes métropoles européennes et mondiales, et le Grand Paris en est une, et que donc cette crise sanitaire accélère la pertinence accélère donc les tendances, et confirme la pertinence de nos choix dans à la fois la métropolisation et également la façon dont nous allons gérer les différentes communautés, que ce soit nos clients, que ce soit les entreprises locataires ou vous également associés. En tout cas, la crise a permis également de conforter l'immobilier, de la résilience de l'immobilier qui est favorable à l'épargne à long terme. Et vous savez qu'à chaque crise, l'immobilier en sort renforcé, parce que effectivement, c'est un actif tangible, c'est un actif de long terme, et c'est un actif sur lequel les différents épargnants souhaitent constituer leur retraite. Et donc, nous allons continuer à développer ce secteur SCPI avec des changements importants qui sont dans les secteurs d'activité, le secteur de l'immobilier, dont nous allons pouvoir vous parler. Voilà, je vais laisser la parole donc à Yann Wilcock, qui va vous présenter les impacts du Covid sur l'immobilier d'entreprise, et je suis à votre disposition en fin de webinaire pour répondre à l'ensemble des questions, ainsi que toute l'équipe. Merci. Merci Eric, bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous parler un peu de l'environnement économique et immobilier dans lequel on vit aujourd'hui. Et en premier lieu, vous rappeler où en était la situation en mars 2020 quand la crise a frappé. En mars 2020, on était dans un monde où l'immobilier se comportait très bien et avait des fondamentaux très sains et très solides. D'un point de vue investissement tout d'abord, puisque chaque année, depuis quelques années, on battait des records d'investissement, que ce soit en France ou dans les différents pays européens. On a fait un peu plus de 40 milliards d'euros l'année dernière d'investissement en immobilier commercial en France, sur l'ensemble de la France, et c'est un record historique. Pourquoi? Puisque il y a de l'argent sur le marché qui vient de tous les pays du monde entier. La France n'est pas un marché endogène, ce ne sont pas que des SCPI qui achètent en France, bien au contraire. Les SCPI aujourd'hui ne représentent que 20 à 30% suivant les années du marché de l'immobilier commercial en France. Tout le reste, ce sont des investisseurs étrangers, des grandes foncières françaises, des investisseurs que ce soit asiatiques, américains, anglo-saxons. Donc un marché très sain et très diversifié, avec des taux de rendement qui avaient baissé, tout simplement dû à cet afflux d'argent sur le marché, et aussi parce que le taux de référence, qui est le taux de l'obligation sans risque, hein, l'OAT 10 ans en France par exemple, sont descendus à des plus bas historiques. Elles étaient négatives pendant très longtemps, et ce qui fait que ce qu'on appelle la prime de risque, donc la différence entre le taux de rendement de l'immobilier et le taux de rendement de cette OAT, était historiquement élevé, et donc c'était une période où il était très peu risqué d'investir dans l'immobilier. Et pourquoi cela? Et tout simplement parce que, contrairement à ce qu'on avait pu vivre dans les années 2007-2008, donc lors de la précédente crise, le marché locatif était très fort et très solide, et tirait ce marché de l'investissement, puisqu'on avait des taux de vacances historiquement bas dans toutes les grandes villes françaises et européennes, et particulièrement en Île-de-France. Le taux de vacances à Paris intramuros est inférieur à 3% en mars 2020. Et donc des fondamentaux très solides, avec des loyers qui étaient en hausse dans Paris très fortes, puisqu'on est passé il y a quelques années à des loyers prime en Paris qui étaient entre 650 et 700 euros du mètre, à des loyers prime en fin d'année dernière à Paris qui étaient à plus de 900 euros du mètre carré. Et donc des loyers qui montaient très fortement, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de surface à louer. À Paris, par exemple, si vous cherchez une surface de bureau supérieure à 1000 mètres carrés, encore aujourd'hui, c'est quasiment impossible à trouver. Il y a très peu de choses disponibles, et
et c'était la même chose sur l'approche banlieue. Un stock d'immeubles également en construction globalement faible comparé à 2008. C'est vrai que les promoteurs ont été beaucoup plus raisonnables ces dernières années. Les villes également étaient beaucoup plus raisonnables dans leur planification urbaine. Et on se retrouve avec un marché qui n'est pas en suroffre d'immeubles à venir. Il peut y avoir épisodiquement des marchés sur lesquels il faut être prudent. On pense à Berlin en Allemagne, on pense à la Défense sur l'Île-de-France, où à court terme, il va y avoir un peu d'immeubles, mais globalement, sur l'ensemble du marché, il n'y a pas du tout de suroffre d'immeubles comme on avait pu le voir, de suroffre d'immeubles neufs comme on avait pu le voir au moment où la dernière crise a frappé en 2008. Et enfin, des différents secteurs d'activité de l'immobilier qui étaient vraiment dans un très bon dynamisme. Donc, je vous ai parlé du marché de bureaux, mais la logistique était également un secteur qui marchait très fort, dû au développement du e-commerce, et le secteur de l'hospitalité, donc qui regroupe l'hôtellerie, la santé, l'hébergement, qui était quelque chose, un secteur qui marchait très bien et qui marche encore très bien. Du point de vue du commerce, la situation était plus contrastée, tant d'un point de vue de l'investissement où les investisseurs depuis plusieurs années ont réduit leur investissement en commerce, que d'un point de vue locatif, tout simplement parce qu'il y a en ce moment une consolidation du secteur du commerce due au développement du commerce, et la crise que nous subissons aujourd'hui ne vient faire que accélérer ce que nous vivions depuis plusieurs années sur le commerce. Si on passe à la slide suivante, donc effectivement, cette crise que nous vivons depuis mars 2020 n'est pas une crise de rupture, mais est une crise accélératrice de tendance. On l'a vu sur le commerce. Le risque sur le commerce, c'est effectivement des risques de faillite des commerçants qui entraîneraient des baisses de loyers. Mais c'était déjà quelque chose qui se passait. On avait déjà des commerçants qui étaient en difficulté sur certains secteurs depuis plusieurs années. Sur le bureau, l'accélération du développement du télétravail également, c'est pas quelque chose de nouveau. La crise n'avait pas fait arriver le télétravail comme ça, et sinon d'ailleurs ça n'aurait pas marché. Pourquoi le télétravail a si bien fonctionné? Parce que les entreprises étaient préparées depuis longtemps au télétravail et travaillaient déjà pour partie en télétravail. Et donc Loïc Hervé vous expliquera nos convictions juste après sur comment cette crise, on pense, va conduire de plus de bureaux à mieux de bureaux, et comment c'est structurant, et surtout comment PF Grand Paris a tous les avantages pour profiter de cette opportunité. Parce que, bien évidemment, comme chaque changement de marché est par définition une opportunité. Pour finir sur le marché hôtelier, même si PF Grand Paris n'est pas investi dans le marché hôtelier, mais c'est vrai que c'est un secteur qui, pour nous, sur la crise, est plus passagère. Il va y avoir sûrement une consolidation autour des grands acteurs du secteur. Les petits hôteliers vont sûrement plus souffrir. Mais on voit déjà, notamment dans les pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, des taux d'occupation sur les hôtels que l'on gère, par exemple, qui remontent à des niveaux très confortables si on a bien choisi leur localisation. Sur l'activité locative, bien évidemment, l'impact principal du Covid, de la crise du Covid sur l'immobilier, c'est un impact sur la perception des loyers au deuxième trimestre. Puisque dès son premier discours, le président de la République a évoqué la possibilité de report de loyer. On parle bien de report de loyer, hein, pas d'annulation. Et donc cet impact est un impact de report du T2 vers le T3 et le T4. Loïc Hervé vous détaillera plus dans la suite de cette présentation les impacts chiffrés sur PF Grand Paris, mais l'ensemble des propriétaires ont travaillé avec leurs locataires pour leur faire passer le mieux possible cette crise, parce que un locataire est par définition votre revenu de demain quand vous êtes porteur de part d'une SCPI. Donc il est nécessaire de l'accompagner. Et cette situation a amené aussi un blocage du marché locatif, dans le sens où pendant 4-5 mois, il ne s'est plus rien passé.
pas de prise à bail, mais pas de départ également. C'est vrai qu'on a notamment des locataires qui nous ont demandé de rester plus longtemps que prévu dans leurs immeubles, alors qu'ils avaient prévu de partir avant la crise de Covid, parce que forcément l'incertitude de la situation fait que les gens ne bougent pas. On n'a pour l'instant pas eu de demande de réduction de surface, hein. On parle beaucoup de télétravail et de gens qui vont avoir besoin de moins de surface. Loïc vous l'expliquera, mais c'est une évolution quand même qui est à plus long terme et donc la SCPI, PF Grand Paris, pourra s'adapter à ces évolutions. Si on passe à la slide suivante. Pour vous rappeler que l'immobilier en temps de crise est toujours une valeur refuge. Ça a été démontré dans toutes les crises précédentes qui n'ont pas été des crises immobilières, qui n'ont pas été des crises d'origine immobilière. L'immobilier a toujours joué le rôle de valeur refuge. La sécurité de la pierre est souvent très importante pour les épargnants et pour les investisseurs. Donc on est confiant également pour que, et on le voit hein, sur ce qui s'est passé pendant la crise, on n'a vu aucune vague de retrait. Nous n'avons pas plus de retrait. On a même sur PF Grand Paris moins de retrait sur ce début d'année que l'année dernière et on continue toujours à collecter. On avait fait un très beau trimestre premier trimestre de collecte et on continue à collecter en avril, mai, juin sur des rythmes qui sont raisonnables, mais qui existent. Donc, on voit bien que l'immobilier joue toujours son rôle de valeur refuge. Et ce qu'on voit également, c'est que les différents acteurs du secteur aujourd'hui, et nous également, nous nous concentrons sur des actifs les plus sécurisés, bien évidemment. Quand une crise frappe, en général, les investisseurs se concentrent sur les actifs sécurisés. Et donc, on va plutôt sur des immeubles aux localisations très solides, aux locataires très établis, dont on sait qu'ils pourront passer la crise, et à des actifs de qualité avec des normes environnementales de plus en plus strictes et surtout des immeubles récents, tout simplement parce que tous ces sujets, ce sont des sujets qui attirent les locataires. Et donc, il est important que nous ayons des immeubles attractifs pour nos véhicules. Tout ça fait que sur ces actifs les plus sécurisés, ce qu'on voit par exemple depuis la reprise du marché en mai-juin, on n'a pas vu les taux augmenter sur ces actifs. Donc pas de baisse de valeur sur ces actifs parce que tout simplement il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent à investir sur le marché et donc qu'il est important pour les acteurs de placer cet argent et donc les taux sur les immeubles les plus sécurisés se maintiennent. Par contre, nous anticipons une remontée des taux et donc une baisse des valeurs sur les actifs les plus exposés, notamment sur les commerces et l'hôtellerie secondaire et sur les secteurs du bureau, sur les localisations qui sont éloignées, sur les localisations secondaires. On va voir une vraie hiérarchie des taux avec, à notre avis, des taux qui se maintiennent assez bas sur les actifs les plus solides et des taux qui remontent sur les actifs les moins solides. Et également, une situation qui sera contrastée suivant les pays, avec des pays du sud de l'Europe qui sont plus impactés, des pays du nord de l'Europe comme l'Allemagne et les Pays-Bas qui sont moins impactés, et la France qui se situe entre deux. Également vous rassurer sur le fait que Perial gère des SCPI depuis plus de 50 ans. Depuis plus de 50 ans, les SCPI de Perial, et vous savez que PF Grand Paris est la plus ancienne SCPI du marché, hein, puisqu'elle a aujourd'hui 53 ans. Donc elle a connu quelques cycles économiques et elle a toujours su s'adapter aux évolutions du marché et faire même mieux que ça, parce qu'au bout de 53 ans, on en parlera un peu plus tard dans les performances de la SCPI, mais PF Grand Paris est la SCPI qui a la deuxième meilleure performance à 5 ans de tout le marché des SCPI françaises. Donc, une SCPI qui a su faire face aux évolutions du marché et qui saura s'adapter à l'avenir aux futures évolutions du marché. Si on passe à la slide suivante, c'est également une crise qui a renforcé nos convictions. Les convictions que ce qui était important, c'est d'investir dans des zones locatives établies d'Île-de-France pour PF Grand Paris, puisque c'est là où se trouve le marché et qu'il faut investir dans des immeubles neufs et récents
afin d'avoir un patrimoine, une base de patrimoine très solide, et parce que les valeurs augmentent plus vite sur ces immeubles, et parce que les locataires sont attirés par ce genre d'immeuble. Et c'est exactement pour ça également qu'il faut avoir une gestion environnementale forte et prépondérante sur cette SCPI, car on voit très bien les locataires qui ont des demandes de plus en plus fortes et qui choisissent. On a maintenant des locataires qui, sur leur appel d'offres, nous demandent à n'avoir que des immeubles certifiés, et ne vont que de ce genre d'immeuble. Donc, dans des immeubles neufs, à la gestion environnementale proactive, et donc c'est très important pour le futur de la SCPI. Je vais passer la parole maintenant à Loïc Hervé, qui va vous faire un point sur les nouveaux modes de travail et sur l'avenir du bureau. Merci Yann, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous entendons beaucoup de choses aujourd'hui sur l'avenir du bureau et sur les conséquences du télétravail massif que nous venons de connaître en période de confinement. Et nous souhaitons, à ce stade et en réaction à ces nombreuses déclarations, réaffirmer que le bâtiment de bureau pour nous est quelque chose de totalement essentiel. Il est au cœur de la réinvention de notre société et de notre économie. La crise sanitaire a entraîné un télétravail forcé. Yann Wittkopf vous en a parlé, mais en cela, c'était pas réellement du télétravail. Ça a plutôt bien fonctionné. Impérial d'ailleurs a réussi à mettre toutes ses équipes 5 jours par semaine en front avec les clients locataires en permanence pour assurer la continuité de l'activité dans une période difficile. Néanmoins, le temps passe et au bout d'un mois, un mois et demi, le lien avec l'entreprise se délite. Et clairement, le retour au bureau a été essentiel, notamment pour développer de la créativité, développer du lien entre les collaborateurs et tout simplement faire société. Et au fond, et c'est ce qu'on veut affirmer, le bureau est réellement au cœur de la stratégie d'entreprise. Le reste, un de nos grands clients, Orange, qui est établi sur plus de 6 millions de mètres carrés sur l'ensemble de ses implantations. Le directeur immobilier indiquait encore en début de semaine que l'immobilier était au cœur de sa stratégie, un outil essentiel pour son développement. C'est également un outil essentiel au développement des territoires et de l'économie, car il crée énormément d'emplois et développe énormément de synergies sur les territoires sur lesquels il est implanté. Alors la grande révolution qu'on a connue en fait dans ces 2-3 derniers mois, c'est une évolution de la temporalité du travail sur 3 temps. Le home office, une consécration du home office qui était en gestation, puisqu'à peu près de la moitié des entreprises qui pouvaient le faire au niveau tertiaire avaient déjà des tests ou des accords de télétravail. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'immense majorité des entreprises qui pouvaient le faire ont basculé ou sont en train de passer des accords sur le télétravail. Donc c'est un temps de travail, c'est un des temps qui s'inscrit à côté de celui du bureau, qui reste fondamental et au cœur, au contraire, de ces temps de travail. Et puis, il y en a un troisième également qui se développe et qui continue à se développer, c'est le nomadisme. Le nomadisme à travers les transports. Les collaborateurs travaillent de plus en plus dans les transports, mais également dans les tiers-lieux, dans les espaces de coworking, dans des lieux relais, qui leur permettent en fait d'optimiser le temps de travail sur l'ensemble de la journée, sur l'ensemble de la semaine, à travers ces 3 lieux, home office, bureau et tiers-lieux autour du nomadisme. Donc, le bureau reste fondamental. La crise du Covid, clairement, est un accélérateur de tendance et nous dégageons, nous, principalement 4 tendances dans cette accélération. La première, c'est que le bureau devient beaucoup plus un produit d'usage que une accumulation de mètres carrés. Et clairement, nos preneurs, les collaborateurs des entreprises demandent de plus en plus de services au sein des bâtiments, mais également en porosité avec l'ensemble de l'environnement des immeubles. Donc, la position de l'immeuble, plus que jamais, est centrale de façon à assurer à la fois
encore une fois, des services au sein du bâtiment, mais également une vraie porosité avec ce qui existe autour. Et globalement, avec une demande d'immeubles de plus en plus, situés dans des environnements de plus en plus mixtes. Le deuxième point, c'est que la qualité des espaces informels dans les bureaux devient clé. Nous avons vraiment une tendance de fond de nos preneurs à réaménager leurs locaux pour passer en flex office, qui leur permet d'avoir beaucoup plus de souplesse et tenir compte du télétravail et du fait que les équipes ne sont pas en permanence dans les locaux, mais en revanche mettent beaucoup plus d'investissement sur les lieux informels pour que les collaborateurs se retrouvent, les salles de réunion de plus en plus équipées, de plus en plus digitalisées, pour assurer du lien entre les collaborateurs. Et également un troisième point sur ce modèle de bureau d'Office as a Service, qui est la souplesse des contrats de location et la flexibilité des usages et des aménagements que nous demandent les preneurs. Et donc, il faut qu'on soit en mesure de les accompagner, d'anticiper leurs besoins en évolution de surface, en modification d'implantation, pour qu'ils restent à très long terme dans nos parcs immobiliers. Le deuxième point, Anne-Claire Barbéry le détaillera à travers nos enjeux ES et G d'une façon plus générale, mais le rappeler, c'était une évidence pour nous et plus que jamais, c'est nécessaire, c'est la sobriété environnementale de nos bâtiments. Pour tenir compte du décret tertiaire, de l'application du décret tertiaire et de la trajectoire de décarbonation telle qu'elle est prévue par les textes aujourd'hui à horizon 2030, 2040 et 2050, ça passe par un travail extrêmement pointu sur la conception des bâtiments et sur la qualité de leur exploitation avec l'ensemble des partenaires et en particulier nos locataires à travers des comités verts, à travers des annexes environnementales pour accompagner l'évolution de ces actifs vers une société décarbonée et une fin programmée de l'énergie fossile. Donc nous travaillons énormément sur nos consommations énergétiques, sur les consommations d'eau, sur l'énergie verte que nous pouvons acheter pour alimenter nos bâtiments, sur la gestion de nos déchets, le recyclage et le cycle de vie de l'ensemble des produits que nous mettons sur le marché. C'est une demande très forte de nos preneurs aujourd'hui, tant en termes de conviction environnementale qu'en termes d'image et en termes de bilan carbone pour leurs entreprises. La troisième tendance de fond, c'est et c'est un point clé pour répondre à la question de l'intérêt du bureau aujourd'hui, c'est ce lieu qui fait lien. Et très clairement, on l'a vu en phase de déconfinement, c'est bien le lieu, le bureau qui offre à l'entreprise un hub social qui permet d'une façon inclusive aux collaborateurs de sociabiliser, de créer, d'apprendre et de dégager à travers une sérendipité beaucoup plus de créativité qu'à travers des conférences, même bien organisées. Il faut recréer du lien entre les collaborateurs. Et c'est le lieu où la stratégie d'entreprise s'incarne et se développe. C'est un lieu qui permet de développer l'image de l'entreprise au-delà de tous les réseaux virtuels qu'elle peut mettre en place. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Et nous, notre conviction, c'est que plus que jamais, dans un monde, au contraire, où la digitalisation devient extrêmement importante, où le télétravail va devenir important, le bureau permet aux collaborateurs de se retrouver et aux clients de se retrouver au sein de l'entreprise. Et le dernier point, c'est, Yann Wittkopf, vous en avez déjà parlé, c'est la confirmation de l'attractivité des métropoles. Alors, on lit plein de choses contradictoires sur ce sujet-là aujourd'hui. Il y a certes une volonté indéniable d'un certain nombre de collaborateurs d'aller vivre en province, d'aller s'installer à la campagne, à partir du moment où il y aurait une liaison Internet correcte pour faire du télétravail. Mais on le voit bien, la dynamique des métropoles est quelque chose de fondamental pour accumuler et concentrer les emplois et les richesses. De notre point de vue, c'est quand même le lieu qui permet de concentrer l'investissement sur des transports propres, de créer une connectivité à très haut débit pour assurer l'activité des entreprises. Et c'est quelque chose qui est demandé par leurs collaborateurs en termes de mixité d'usage, en termes de sociabilisation, à travers un accès rapide et simple aux services de santé, à l'éducation et à la culture. Donc très clairement, nous avons le sentiment que le bureau ne va pas disparaître, il va muter
Et donc, tout notre travail d'asset manager, c'est d'accompagner cette transformation aux côtés de nos clients. Une dernière tendance de fond, avant de passer la parole à Anne-Claire sur les enjeux ESG, mais le safe building en fait partie. Très clairement, l'immeuble de bureau, on le citait depuis des années comme un smart building, c'est-à-dire intelligent, connecté, digital, avec de nombreux services. Il y a une tendance de fond qui est apparue, même si elle était déjà sous-jacente de notre point de vue, qui est le safe building, le building qui répond à une demande en termes de santé et en termes de bien-être pour l'ensemble de ses utilisateurs. Très clairement et plus que jamais, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les émissions de composés organiques volatiles de tous les éléments qu'on entre dans l'immeuble, y compris le mobilier, la qualité de l'éclairement, de l'alimentation dans les restaurants interentreprises, des dispositifs pour faire du sport, tout ça va concourir à l'attractivité et fait partie de la demande des utilisateurs de bureaux aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'études également qui prouvent très clairement une corrélation directe entre la qualité sanitaire d'un bâtiment et la productivité des collaborateurs. Donc, c'est un facteur clé qu'on va nous poursuivre en termes de développement. C'est une tendance de fond avec nos preneurs dans la qualité de nos aménagements et dans l'accompagnement qu'on peut leur apporter. Nous testons à l'heure actuelle sur notre futur siège social une nouvelle labellisation Fitwell qui, si elle est concluante, et nous en sommes certains, nous allons la décliner auprès de nos parties prenantes pour les rassurer et leur offrir dans ce monde compliqué d'un point de vue sanitaire des réassurances sur la qualité des actifs immobiliers de bureaux de PFGP. Et je passe la parole à Anne-Claire Barbery pour vous détailler les enjeux ESG sur votre patrimoine. Merci Loïc, bonjour à toutes et à tous, merci de votre participation. Alors effectivement, Loïc vient d'expliquer notre vision de l'immobilier vis-à-vis de ces nouveaux modes de travail, mais plus largement, si on va à la slide suivante, l'immobilier est finalement au cœur d'enjeux assez clés de notre société aujourd'hui. Donc Loïc l'a dit, l'enjeu de santé aujourd'hui, on passe 90% de notre temps au sein d'un bâtiment, notamment des bâtiments de bureaux, et c'est cet environnement intérieur qui est notre nouvel habitat naturel et qui impacte forcément notre état de santé physique, mental et social. Alors, il y a évidemment d'autres enjeux qui concernent l'immobilier, un enjeu aussi de démographie. Le fait que finalement, ça vient en lien effectivement avec ce qu'a présenté Yann ou Loïc sur l'enjeu de la métropolisation. On vit de plus en plus dans les villes, il y a de plus en plus de population, donc il faut adapter l'immobilier à cette démographie et à l'évolution de ses usages. Un point également de croissance exponentielle, c'est l'enjeu digital. Aujourd'hui, tous les secteurs économiques sont percutés par le digital et l'immobilier est concerné évidemment. L'enjeu est de bien comprendre comment intégrer ces objets connectés dans les usages et dans les bâtiments pour apporter de la valeur et pas uniquement que ce soit gadget. Donc ça, c'est un enjeu clé également. Puis viennent les enjeux évidemment liés au climat, à la biodiversité, à la résilience. Alors sur le climat, pourquoi ? Évidemment parce que le secteur du bâtiment et de la construction sont responsables de près de 40% des émissions de CO2 liées à l'énergie. Corrélation aussi avec l'enjeu de biodiversité. Aujourd'hui, ce que les experts constatent, c'est que la biodiversité s'appauvrit de manière très, très vite et très forte, 100 à 1000 fois supérieure à la vitesse d'extinction normale, ce qui pose d'énormes questions, on l'a vu notamment dans la crise sanitaire actuelle, de nos écosystèmes, notamment par rapport à l'alimentation et à la santé. Et enfin, dernier point qui nous semble assez clé également, l'enjeu de résilience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut constater une accélération des événements climatiques extrêmes et qui ne sont plus uniquement localisés dans des zones lointaines, mais qui nous touchent également. On peut parler des canicules ou des inondations. Et tout ça a un impact évidemment sur l'immobilier, sur le bâtiment et sur les usages au sein de ces bâtiments-là. Donc, on doit pouvoir aussi anticiper tous ces événements-là pour éviter que le bâtiment, les locataires, les utilisateurs soient percutés par ces événements-là.
Donc, ce qui est très enthousiasmant, c'est finalement que Perial Asset Management participe à résoudre ces enjeux-là. Comment? Alors, si on passe à la slide suivante, on est convaincu que on permet d'apporter de la valeur à long terme pour nos clients en valorisant le patrimoine et en le rendant vertueux et résilient, justement, pour l'ensemble de nos locataires, de nos partenaires, de nos clients et de nos épargnants, en participant à la dynamisation économique des territoires dans lesquels le patrimoine est implanté. Alors, ça, c'est vraiment, ce sont vraiment nos convictions à horizon sur les 10 prochaines années. Et on travaille fortement sur ces sujets. Alors, on peut le voir sur la slide suivante. Vous avez peut-être pu consulter le rapport annuel. Dans ce rapport annuel pour PF Grand Paris, il y a évidemment de nombreux résultats qu'on a pu vous communiquer. Si on fait un focus sur les engagements environnementaux, ce qu'on peut citer, c'est que 100% des parties communes et des lots vacants sont alimentés en énergie verte avec des garanties d'origine. Il y a un certain nombre d'autres statistiques sur les actifs certifiés notamment. Mais ce qu'on souhaite vous projeter aussi aujourd'hui, c'est que on ne s'arrête pas à des engagements à date, mais on projette bien une vision qui participe justement à la réalisation de cette vision l'immobilier de demain. Donc, premièrement, sur la stratégie bas carbone, PF Grand Paris est intégré au plan climat que nous avons publié en 2019 et qui vise à inscrire PF Grand Paris sur une stratégie bas carbone en travaillant à l'échelle des actifs notamment. Et pour vous donner un exemple très concret, en travaillant notamment aussi sur les enjeux de mobilité décarbonée, en travaillant avec un partenaire sur ce sujet pour valoriser les infrastructures et les services à destination des cyclistes, des personnes qui souhaitent se rendre, notamment sur leur lieu de travail, à vélo. Pour répondre à l'enjeu de biodiversité, alors on est en train de mener un travail très précis de cartographie des actifs d'EPF Grand Paris, mais également des autres SCPI, pour comprendre comment ces actifs participent à la préservation et à la valorisation de la biodiversité locale. D'autres sujets également qu'on peut citer, qui fait le lien avec l'ensemble des tendances qu'on observe sur la vision de l'immobilier de demain. L'enjeu serviciel, on en a parlé. Nous sommes en train d'analyser chaque actif pour voir si les services répondent bien aux besoins des locataires dans cette période de transformation forte et voir comment on peut renforcer cette offre de services pour répondre aux besoins et aux enjeux de confort et de santé de nos locataires. Un sujet également qui nous tient à cœur, c'est le sujet de l'occupation temporaire, alors qui va dans le sens à la fois de l'enjeu social, sociétal et de la sobriété de l'utilisation des espaces, pour savoir si les éventuelles surfaces vacantes avant restructuration peuvent faire l'objet d'une occupation de la part d'entreprises ou d'organisations qui en auraient besoin. Et donc, tous ces exemples-là font partie de la démarche d'investissement responsable que l'on a définie et qui est d'ailleurs disponible sur notre site, qui se matérialise notamment par une cartographie des actifs selon une grille ESG qui est alignée sur les critères du label ISR immobilier. Donc, très concrètement, aujourd'hui, chaque nouvelle acquisition, notamment pour PF Grand Paris, fait l'objet d'une analyse détaillée qui fait ensuite l'objet d'une note sur 100 qui intègre des critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance pour nous assurer que nous sommes bien alignés avec les exigences qui vont crescendo pour prendre en compte ces thématiques-là et pour garantir que les actifs sont bien alignés avec les besoins du marché et avec ces évolutions qui sont très fortes actuellement. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Yann Wittkopf qui va vous présenter un certain nombre de sujets également. Merci. Merci Anne-Claire. Donc l'objectif de cette partie maintenant va être de vous parler des performances de PF Grand Paris. PF Grand Paris, aujourd'hui, c'est une SCPI dont l'objectif est d'investir sur le plus grand marché de bureaux en Europe, puisque l'Île-de-France, c'est le plus grand marché de bureaux en Europe. Et c'est, suivant les années, le deuxième ou le troisième marché de bureaux au monde
Donc c'est vraiment un marché très solide et très résilient. L'objectif sur ce marché, c'est de cibler les actifs de bureaux les moins risqués et surtout d'aller dans les marchés locatifs déjà établis. Il ne s'agit pas d'aller investir sur des marchés sur lesquels il n'y a pas déjà d'immeubles de bureaux. On utilise la dynamique du Grand Paris pour aller sur des zones dont on pense qu'elles se développeront encore plus, mais qui sont sur des zones qui sont d'ores et déjà développées. L'objectif est vraiment de privilégier des actifs qui vont avoir les meilleures perspectives de valorisation et de bénéficier de cette augmentation de valeur. On vous a mis un petit graphe sur la présentation pour que vous voyez effectivement, il y a une très forte augmentation des valeurs en Île-de-France. Et on pense que c'est quelque chose qui devrait se pérenniser. L'objectif est d'en faire vraiment la SCPI de bureau de référence en Île-de-France. PF Grand Paris est une SCPI qui est sur une très bonne dynamique de résultats. Si on passe sur la slide suivante, puisque comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, c'est la deuxième SCPI du marché en termes de performance à 5 ans. Pour des raisons très simples, nous avons augmenté les dividendes systématiquement depuis 3 ans, depuis la réouverture de PF1 qui est devenu PF Grand Paris en 2017. Nous avions versé 20 € en 2017, 21 € en 2018, 22 € en 2019. Et depuis 3 ans, nous avons également augmenté chaque année la valeur de la part de façon très conséquente, puisque quasiment 5% en 2018, presque 4% en 2019 et plus de 4% cette année au 1er mars. Donc c'est une SCPI qui est très solide et on a fait ça en plus en augmentant les réserves de PF Grand Paris puisqu'on a généré plus de résultats que la distribution. Et donc vous voyez qu'on a des réserves qui sont à plus d'un trimestre sur PF Grand Paris et donc qui nous permettent de voir l'avenir très sereinement sur cette SCPI. Loïc vous présentera par la suite les impacts de la crise sur le loyer, mais s'il y avait besoin en cas de baisse trop forte des loyers, on pourrait utiliser bien sûr ces réserves, c'est l'objectif si en fin d'année nous en avions besoin d'utiliser ces réserves pour compenser le dividende. Et nous utilisons également un montant de dette très raisonnable, puisque nous sommes aujourd'hui à bien moins de 20%, nous sommes à 18% de taux d'endettement sur TSCPI, qui nous sert à utiliser de la dette qui aujourd'hui a un taux très faible, beaucoup plus faible que les taux de rendement des immeubles, et donc qui va permettre de booster le rendement de la SCPI de façon très raisonnable. Si on parle de la taille de SCPI de PF Grand Paris, vous voyez qu'en fin d'année, elle a atteint 882 millions d'euros. Notre objectif, c'est qu'elle devienne milliardaire d'ici la fin de l'année et elle est bien partie pour ça. Donc une SCPI de taille très conséquente et donc par nature avec plus d'immeubles et plus de locataires, donc plus résiliente aux éventuels mouvements de marché. Et vous voyez également l'augmentation de la valeur d'expertise, plus de 4,1% l'année dernière, donc quelque chose de très solide. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons augmenté le prix de part de 4% début mars. Une valeur de reconstitution à 570 €, bien au-delà de la valeur de part qui est à 532 €, donc avec beaucoup de réserves sur cette SCPI. Slide suivante. Une composition du patrimoine qui a évolué depuis 2017, l'ouverture. On vend chaque année, on a une politique d'arbitrage très forte sur PF Grand Paris, tout simplement pour 2 raisons. Déjà, c'est la SCPI la plus vieille du marché, donc il y a certains immeubles que nous devons sortir puisqu'ils ne répondent plus aux attentes du marché et qui sont toujours intéressants à la vente parce que peuvent être transformés en nouveaux usages. Je prends l'exemple d'un immeuble que nous avons vendu récemment à Boulogne et qui sera transformé en logement et qui n'était plus du tout adapté pour du bureau. Donc une SCPI quasiment exclusivement bureau, puisque vous voyez qu'on est à 94% de bureau, et une SCPI aujourd'hui qui est à plus de 86% en Île-de-France, et cette proportion va augmenter chaque année par la vente des actifs en région
et par les nouvelles acquisitions. L'objectif est d'atteindre les 90 à 95% d'exposition en Île-de-France dans les 2 ans qui viennent. Si on parle des investissements 2020, vous voyez qu'on a fait un très beau début d'année sur PF Grand Paris, puisqu'on a d'ores et déjà signé, acté 81 millions d'euros, avec une collecte brute de 92 millions d'euros. Donc la collecte est d'ores et déjà placée, une très belle collecte également. C'est une SCPI très dynamique, avec, comme je vous le disais, très peu de retraits. Les gens sortent peu de PF Grand Paris parce que je pense que les porteurs de parts se rendent compte des perspectives très intéressantes sur PF Grand Paris. Et 31 millions d'immeubles également sous exclusivité. Donc vous voyez des immeubles qui sont tous situés sur des très bonnes localisations, sur des nœuds de transport. Le premier immeuble, donc Aircom Airway Malmaison, acheté avec PFO2, car cet immeuble était trop gros pour la taille de PF Grand Paris, et qui est au pied du RER de Rueil-Malmaison, loué 100% sur une durée supérieure à 5 ans à des locataires de très bonne qualité que sont Matmut et Néopost. Également des immeubles au centre de Paris, puisque vous voyez qu'on a acheté des plateaux de bureaux rue du Faubourg Saint-Honoré, qui sont des bureaux sur lesquels il y a énormément de demandes locatives, et donc sur lesquels il y a eu ces dernières années, il y a toujours d'importantes perspectives de croissance locative, et également pour constituer une poche d'immeubles très résiliente sur PF Grand Paris. Chaque année, on achète 1 ou 2 immeubles dans le centre de Paris qui représentent nos pépites à venir. Et enfin, une exclusivité sur un immeuble qui est au sud de Paris, à Malakoff, juste sur une station de métro, juste à côté d'une station de métro, intégralement loué également à plusieurs locataires. Et vous voyez également que nous avons un plan d'arbitrage très développé et qui continue, puisqu'on avait déjà signé 47 millions de ventes en ce premier semestre sur PF Grand Paris, et que nous avons d'ores et déjà 25 millions également sous exclusivité, et dont les promesses seront signées pendant les mois de l'été. Donc voilà, un renouvellement très fort de la SCPI pour acheter des immeubles qui correspondent aux attentes des locataires et aux évolutions du marché de demain, dont Loïc vous a parlé précédemment. Je vais passer maintenant la parole à Loïc pour parler du taux d'occupation de PF Grand Paris. Merci Yann. Donc, concernant l'activité locative de votre fonds, vous voyez que le taux d'occupation réel s'établit au premier trimestre de cette année à 94,5%. Il est depuis plusieurs années en augmentation constante, à la fois par un travail de renouvellement, de renégociation et d'extension des contrats de location des locataires en place, mais également par rapport à la politique d'arbitrage qu'évoquait Yann Wittkok juste précédemment, puisque nous vendons des actifs qui sont plus tout à fait dans leur marché aujourd'hui et qui pourraient présenter des taux d'occupation plus faibles parce qu'ils ne correspondent plus complètement à la demande aujourd'hui. Il se trouve que à ce stade, nous les vendons dans des très bonnes conditions de marché et nous poursuivons activement cette politique. Elle répond peut-être à une question qui est posée, que je vois sur l'avenir des métropoles et la concentration des bureaux dans les métropoles. Ce qu'on ressent profondément chez Perial Asset Management, c'est qu'un marché à 2 vitesses se met en place, y compris au sein des métropoles. Clairement, les immeubles doivent être situés proches des transports en commun. Les transports en commun évoluent. Sur le Grand Paris, ils évoluent particulièrement aujourd'hui. Ceux qui sont à moins de 10 minutes sont très désirables. Ceux qui sont excentrés vont avoir de plus en plus de difficultés à trouver preneurs et pourraient impacter les taux d'occupation. C'est pour ça que nous travaillons très activement sur notre politique d'acquisition et de cession, à anticiper ces mouvements pour soutenir le taux d'occupation réel dans le temps et le maintenir à un niveau très important. Petite parenthèse sur le taux d'occupation financier à côté. Vous voyez qu'il évolue énormément parce qu'il est très saisonnier. C'est une particularité de l'immobilier en France et particulièrement en Île-de-France, où il
il y a toujours un niveau de franchise de loyer au moment des renégociations qui est octroyé aux locataires et traditionnellement plutôt sur le premier trimestre. C'est pour ça que vous voyez régulièrement dans les différents bulletins voir un taux d'occupation financier qui baisse sur le premier trimestre. Il remonte immédiatement derrière puisque c'est l'impact des franchises qui ont été octroyées en contrepartie de l'allongement des contrats de location et des renouvellements. Si on passe slide suivante, sur la constitution du portefeuille de locataires, rappelez déjà, Yann le disait tout à l'heure, qu'on est sur le premier marché européen de bureaux, plus de 55 millions de mètres carrés et sur une ville-monde. Donc, c'est quand même un des meilleurs territoires d'investissement qui soit en matière de bureaux. Nous avons 94% des actifs en bureau, 4% de commerce qui ne pose pas de problème significatif sur le parc. Il est important de noter que dans nos locataires, nous avons 74% de sièges sociaux, plutôt résilients. Et nous avons passé un contrat, comme vous le savez, avec Dun & Bradstreet pour avoir un scoring détaillé de nos locataires avant la crise et de façon à les suivre pendant la crise. Et nous avons constaté un risque faible ou très faible pour plus de 80% de nos locataires, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle quand on rentre dans une zone de turbulence telle qu'on la connaît aujourd'hui. À noter également que les 25 plus gros locataires du parc ne représentent que 32% des loyers, donc le risque n'est pas concentré sur 2 ou 3 locataires. Nous avons vraiment une dilution du risque avec un nombre de preneurs conséquent, et c'est également la particularité d'avoir une SCPI qui est bientôt milliardaire et qui permet justement d'avoir une vraie répartition sur le risque de paiement des loyers. Vous voyez également dans les typologies de locataires qui sont affichées sur le top 10 des locataires que nous avons des secteurs d'activité qui sont très différents. Nous ne sommes pas exposés à un secteur d'activité en particulier sur cette SCPI. Et un dernier point notable juste sur le bullet point avant, c'est que nous n'avons aucun loyer adossé à un chiffre d'affaires des locataires, donc qui pourrait être impacté par une évolution négative du chiffre d'affaires de nos entreprises. J'en viens à un sujet qui doit faire l'objet de pas mal d'interrogations de votre part sur le paiement des loyers au deuxième trimestre. Il convient de noter d'ores et déjà que, donc ça c'est une photographie à date de ce que nous faisons sur l'ensemble de votre SCPI. Au deuxième trimestre, nous avons reçu à peu près un quart de demandes locatives. Donc 75% des clients ne sont pas venus vers nous pour nous demander un accompagnement. Nous en avons 25%. Et nous les avons traités selon une méthodologie qui consiste à avoir une analyse très détaillée de la situation de chaque locataire. La particularité de Perial Asset Management, c'est d'avoir des équipes d'asset management intégrées, mais également les équipes de gestion intégrées avec les équipes d'assets et qui travaillent la main dans la main pour négocier avec les clients ligne à ligne un traitement proche de leur situation. Donc il y a pu avoir quelques cas de refus par rapport aux demandes des clients qui pouvaient nous paraître totalement abusifs. Dans la plupart des cas, les demandes étaient recevables et nous avons traité de la façon suivante. Donc dans un premier temps, une mensualisation pour les accompagner dans leur reprise d'activité et donc un allègement de leur trésorerie. Quand cette mensualisation ou un passage à trimestriel échu sur le quittancement n'était pas suffisant, nous les avons accompagnés en protocolant avec eux des reports de loyer sur le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Ça n'a donc aucun impact sur l'année 2021. Il y a simplement un lissage des loyers du deuxième trimestre avec un report sur le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Dans les cas les plus compliqués, on a pu octroyer des franchises de loyer, ces franchises de loyer étant la contrepartie systématique d'une négociation avec le preneur pour rallonger la durée du contrat de location. Pour faire simple, c'est un peu schématique, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même en grande majorité le cas. Quand nous octroyons un mois de franchise de loyer, en contrepartie, nous rallongeons la durée des contrats de location d'1 an. Ceci a la grande vertu de soutenir la valeur d'expertise en fin d'année, puisque, bien entendu, la durée du contrat de location rentre directement en ligne de compte dans ces calculs, les calculs des experts en fin d'année. Enfin,
On a parlé de l'accompagnement responsable de la société de gestion dans le cadre de la crise vis-à-vis des très petites entreprises. Donc, on parle des très petites entreprises de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec moins de 10 salariés ayant fait l'objet d'une fermeture administrative. Et pour ces entreprises, nous avons annulé les loyers du deuxième trimestre, ce qui représente pour votre SCPI 1,1% des loyers trimestriels, donc qui ont été annulés. Au total, nous avons à ce stade 96% des encaissements du premier trimestre qui ont d'ores et déjà été réalisés, 75% sur le deuxième trimestre, 7% des loyers du deuxième trimestre qui ont été reportés sur le troisième et le quatrième trimestre, donc sans impact, ce qui entraîne un taux de traitement des loyers à date de plus de 82%. Les annulations, j'en ai parlé, de loyers représentent 1,1% et les franchises à ce stade 2%. Il reste une poche qui est en cours de traitement aujourd'hui, notamment sur des renégociations de contrats de location et qui feront l'objet sans doute soit d'étalement, soit de franchise de loyer et qui permettront de pérenniser la situation de nos clients et les aider à redémarrer. Merci Loïc. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions sur le module de questions-réponses qui est en bas de votre application Zoom. Donc n'hésitez pas et une fois que la présentation sera finie, dans quelques minutes, nous répondrons à bien évidemment toutes ces questions que vous vous posez. Compte tenu de tout ce que vient de dire Loïc, nous avons revu au premier trimestre, comme vous l'avions indiqué dans le bulletin du premier trimestre, la fourchette de dividendes pour 2020. Nous sommes restés relativement optimistes puisque nous sommes restés entre 20 et 22 euros par part. Donc le haut de la fourchette identique aux dividendes versés l'année dernière malgré la crise que nous subissons. Et nous sommes aujourd'hui, compte tenu de ce que nous voyons, donc le deuxième trimestre vient de s'achever il y a 3 jours. Nous n'avons pas encore bien évidemment le résultat définitif et nous saurons le dividende du 2T d'ici une petite semaine. Mais nous sommes très confiants compte tenu de tout ce que nous venons de dire sur PF Grand Paris, de sa solidité et de sa résilience pour pouvoir délivrer cette année un dividende qui sera situé dans le haut de cette fourchette. Nous avons versé d'ailleurs au premier trimestre un dividende de 5,25 € par part, inchangé par rapport à ce que nous avions versé au premier trimestre de l'année dernière, pour vous marquer notre confiance sur les perspectives de PF Grand Paris que nous jugeons très bonnes. Sur la slide suivante, si on s'attarde un instant sur ce qu'on aimerait que le PF Grand Paris de demain soit, l'objectif c'est d'investir dans des immeubles sécurisés dans l'un des plus grands marchés immobiliers du monde. Comme le rappelait Loïc, nous sommes persuadés de l'attractivité de Paris et de l'Île-de-France. Paris est une des villes-mondes et continuera à attirer des entreprises et des locataires. Et donc PF Grand Paris sera là pour bénéficier de ces opportunités. Il faudra néanmoins être vigilant sur les actifs que l'on achète et continuer à acheter des actifs toujours très bien situés avec des transports très très proches. D'autant plus si les populations commencent à s'externaliser un peu plus sur les zones éloignées. Être proche de la ville-centre permettra toujours d'être l'immeuble le plus accessible. Des immeubles également flexibles pour répondre aux évolutions de demain, dont Loïc vous a parlé précédemment. Il faut investir dans des immeubles neufs qui peuvent s'adapter facilement aux nouveaux usages. Vous devez avoir en tête que un immeuble de bureau typique des années 60 n'avait rien à voir avec un immeuble typique des années 2000 et on peut parier qu'un immeuble typique des années 2010 n'aura rien à voir avec un immeuble typique des années 2030. PF Grand Paris a toujours su s'adapter depuis 50 ans à ces évolutions et l'objectif est donc de continuer à s'adapter. Et enfin, des immeubles qui ont des perspectives d'augmentation de leur valeur, puisque c'est vraiment l'objectif sur PF Grand Paris.
PF Grand Paris dépasse le benchmark des SCPI de bureau de l'IIF depuis plusieurs années, puisque le benchmark est à 4,28 l'année dernière sur PF Grand Paris et que nous avons distribué du 4,38. Et en plus de ça, on propose depuis 3 ans systématiquement des augmentations de valeur de part. Et c'est vraiment la philosophie de PF Grand Paris. On est arrivé au bout de cette présentation. On va vous présenter quelques petites innovations, notamment une innovation sur l'épargne programmée qui est en place chez Perial depuis le 15 juin 2020 et qui permet à chaque épargnant d'investir sur une base programmée définie par lui-même, donc soit en mensuel, soit en trimestriel, soit en annuel, une somme qu'il a définie et donc qui lui permet de mieux gérer son épargne. Tout ça, bien évidemment, peut être fait en ligne de façon très simple. Les modifications, les suspensions, l'arrêt, bien évidemment. Donc, c'est quelque chose pour vous amener plus de flexibilité dans la gestion de votre épargne. Enfin, pour finir, on va revenir sur ce que Eric disait en début de présentation. Ce webinaire n'était effectivement pas l'Assemblée générale de PF Grand Paris. L'Assemblée générale de PF Grand Paris se tiendra à huis clos cette année comme la réglementation nous le permet, tout simplement parce que vous ne pouvez pas vous rassembler en physique et que pour l'instant les statuts de la SCPI ne permettent pas de faire une Assemblée générale à distance. Ce que nous modifierons bien évidemment parce que on sait que c'est de plus en plus apprécié ce système de webinaire. Et donc, vous avez dû recevoir le rapport annuel qui vous a été posté chez vous il y a plusieurs jours. Et avec ce rapport annuel, vous avez dû recevoir les bulletins de vote pour les résolutions ordinaires. Donc, c'est des résolutions qui restent les résolutions habituelles. Il n'y a rien de particulier. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est les élections des membres de vos conseils de surveillance, de votre conseil de surveillance de PF Grand Paris. C'est des gens avec qui nous travaillons en collaboration pour assurer le développement de votre SCPI. Donc, je vous invite à participer au vote sur vos conseils de surveillance. La date limite de réception des bulletins, c'est le 9 juillet, puisque l'Assemblée générale a lieu le 15 juillet à huis clos et qu'on a besoin de recevoir les bulletins 3 jours ouvrés avant l'Assemblée générale. Donc, il faut qu'il soit arrivé avant le 9 juillet 2020. C'est très simple, il suffit de renvoyer l'enveloppe T. Donc, il y a une enveloppe pré-timbrée qui est à votre disposition et qui vous permet de participer au vote. On a maintenant terminé sur cette présentation et donc on va passer au temps de questions-réponses. On a déjà commencé à répondre à certaines de vos questions en direct par écrit. N'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça. Le but, c'est d'être vraiment le plus transparent possible avec vous sur l'évolution de cette SCPI. Je vois une question sur le report à nouveau. Effectivement, l'objectif va être de distribuer du report à nouveau si on en a besoin, et en tout cas de ne pas l'augmenter, puisqu'on a des réserves qui nous semblent suffisamment conséquentes et solides sur PF Grand Paris. Il y a une question concernant l'exposition aux secteurs économiques les plus durement touchés, tourisme, hôtellerie, aérien, automobile. Alors, déjà, on est exclusivement ou quasi exclusivement bureau sur PF Grand Paris, donc pas de sujet d'hôtellerie, même si on a une vraie conviction, nous, sur l'hôtellerie et sur le fait que le secteur est structurellement porteur et ne subit qu'un trou d'air passager de notre point de vue. Vous l'avez vu dans la présentation précédente, nous avons reçu 25% de demandes clients. Et on peut faire une corrélation assez directe entre le secteur d'activité touché et les 25%
de locataires qui nous ont demandé de les aider. Nous ne sommes pas spécifiquement exposés à un secteur, que ce soit l'aérien, l'automobile ou le tourisme. Il y a 2-3 preneurs qui peuvent en faire partie. Enfin, j'ai en tête Air France, mais que nous venons de renouveler, par exemple, sur un actif qui lui-même est en cours de cession, et ce qui va d'ailleurs aider à sa cession, ou des actifs loués à des preneurs solides qui peuvent être exposés au tourisme comme Euro Disney. Pour autant, hormis un léger décalage de trésorerie à travers une mensualisation que nous avons fournie à Euro Disney, nous n'avons pas de sujet spécifique. Donc, pas une exposition marquée à un secteur particulièrement en difficulté. C'est très dilué et c'est concentré vraiment sur une petite poche du portefeuille pour lesquels, encore une fois, nous avons octroyé des facilités de paiement pour permettre à nos clients locataires de redémarrer leur activité sereinement. J'avais une question sur le nombre de parts minimum de souscription pour le versement programmé. C'est une part. Si vous êtes déjà porteur de part de PF Grand Paris, ça sera une part. Et si vous n'êtes pas porteur de part, c'est le nombre de parts minimum pour la première souscription en tout cas. Sur l'impact à long terme du Covid, et je pense qu'on a essayé de répondre à ça, mais effectivement, PF Grand Paris s'est toujours adapté. Comme on disait tout à l'heure, l'immeuble de bureau d'hier, d'il y a 40 ans, n'est plus du tout le même immeuble de bureau que celui d'aujourd'hui. Et l'immeuble de bureau de dans 20 ans ne sera plus du tout le même que celui d'aujourd'hui non plus. Donc, il est important de suivre ces évolutions et c'est pour ça qu'on fait cette présentation pour vous en parler. Et Perial a toujours été un acteur du marché immobilier et à ce titre a toujours su s'adapter à toutes les évolutions. Et on pense que PF Grand Paris est particulièrement bien positionné pour face au monde de demain, puisqu'on est dans le premier marché de bureaux en Europe et le troisième marché de bureaux au monde. Donc, ça ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est également ça. Autant où sur le commerce, l'impact est un impact direct, ce qui nous menace sur le commerce, pas sur PF Grand Paris, mais sur d'autres véhicules, c'est les faillites de locataires. Autant sur le bureau, c'est une évolution des usages, et ces évolutions des usages, même si on les a vécues très intensément ces derniers temps, les locataires de bureaux ont des baux signés pour 3 ans, 6 ans. C'est quelque chose qui va mettre un peu plus de temps et qui va permettre aux SCPI de s'adapter, aux SCPI qui en ont les moyens. Et PF Grand Paris est une SCPI très solide et avec suffisamment de réserves pour pouvoir s'adapter à toutes les évolutions à venir. Une question sur des investissements programmés sur la zone de Paris-Saclay compte tenu du développement potentiel de cette zone. Aujourd'hui, on a regardé quelques éléments. C'est une zone pas simple. Loïc, tu veux en parler ou Non, mais oui, il faut être très sélectif sur ce type de zone parce que la connexion n'est quand même pas si évidente que ça. Donc, c'est la dernière qui sera irriguée sur la projection du Grand Paris. Aujourd'hui, on a tendance, nous, à accompagner plutôt de suivre quelque part les travaux du métro Féric en cours. Vous voyez la ligne 15 Sud, par exemple, qui est clairement qui sort de terre et qui sera livré prochainement. C'est un territoire d'investissement privilégié de notre point de vue. Le sujet des transports reste clé. Donc sur la zone de Paris-Saclay, il faut être prudent. Il y a quand même des sujets qui peuvent être assez monovalents et assez excentrés. Ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de regarder la zone, hein, mais on a plus de prudence, encore plus de prudence dans ce type de zone que d'autres où les marchés tertiaires sont parfaitement établis et très bien irrigués à terme par le nouveau dispositif de métro Féric. Quid du risque de décalage dans le temps de la réalisation du Grand Paris, voire de l'annulation de certains segments? Comme je vous l'ai dit, notre stratégie, c'est de ne pas aller dans des zones qui seraient pas encore des zones établies.
on utilise le Grand Paris pour regarder les zones qui vont bénéficier de la dynamique. Et donc, le risque du décalage dans le temps, pour nous, il n'est pas, pour notre patrimoine, enfin pour le patrimoine de PF Grand Paris, n'est pas un problème, puisque aujourd'hui, si vous regardez où on a investi cette année, par exemple, on a investi à Rueil-Malmaison, c'est une station du RER A, c'est déjà une très grosse zone de bureaux, Rueil 2000. On a investi rue du Faubourg Saint-Honoré, donc bien évidemment, il n'y a aucun sujet rue du Faubourg Saint-Honoré. L'année dernière, on a investi à Montreuil en décembre, aucun problème sur Montreuil, c'est au pied du métro, donc toutes ces zones ne pâtiront pas des retards du Grand Paris. On cherche vraiment à investir sur des zones qui bénéficient de la dynamique du Grand Paris, mais qui ne sont pas des zones en pure création, où là, effectivement, on subirait de plein fouet les décalages et les retards. Et ça fait écho un peu à la question précédente hein, sur Saclay. Voilà, sur Saclay, on parle plutôt de la ligne 18 et c'est vrai qu'on suit quand même attentivement la temporalité des investissements en termes de transport pour ne pas se retrouver en décalage par rapport à une livraison qui serait très tardive, voire même potentiellement annulée. Une autre question concernant le choix commercial de privilégier géographiquement Paris et sa couronne qui représenterait un risque de danger locatif. Je serais tenté de dire que s'il y a un danger locatif sur ce marché-là, il y a un danger locatif sur tous les marchés. Pour moi, c'est sans doute le plus résilient pour le pratiquer depuis de très nombreuses années en période de crise immobilière, et nous ne sommes pas dans une crise immobilière. En période de crise immobilière, clairement, il y a des marchés profonds comme celui de New York ou celui de Londres qui corrigent assez fortement. Celui de Paris est très profond, mais a toujours très peu corrigé. Donc le point qui est important et qu'on souligne, c'est qu'il est en mutation structurelle, indépendamment d'une crise immobilière. Et la mutation structurelle, c'est d'être au bon endroit et d'anticiper l'avenir. Mais je crois profondément que les villes-mondes, que les métropoles au sens large, et particulièrement une ville-monde comme Paris, a un avenir radieux en matière d'investissement locatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Sur combien d'années arrivez-vous à vous projeter? Alors dans les temps compliqués comme en ce moment, c'est très difficile de se projeter. Donc déjà, on a fait des projections sur la fin de l'année, mais tant qu'on ne connaît pas l'amplitude de la crise et voilà, la vraie question, c'est est-ce que cette crise sera, vous avez dû voir dans les articles de journaux, des articles un peu techniques, est-ce que ça sera une crise en V, est-ce que c'est une crise en L? C'est-à-dire en gros, est-ce que ça va repartir tout de suite après? Est-ce qu'on a subi juste un énorme contre-coup, mais juste quelque chose de passager, et que derrière ça va repartir très vite, ou si c'est quelque chose qui va mettre beaucoup plus de temps à repartir? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Les premiers signes montrent quand même, et ça grâce aux mesures qui ont été mises en place dans tous les grands pays européens de chômage partiel, pour effectivement faire en sorte que les entreprises fassent le plus rapidement possible. Donc pour l'instant, il est difficile de se projeter au-delà de ça, mais encore une fois, on arrive à se projeter relativement bien sur PF Grand Paris, puisque c'est une SCPI qui dispose de nombreux atouts, de par la localisation de son patrimoine, de par les performances qu'elle a depuis plusieurs années et qui sont très très bonnes, et de par la dynamique de Paris et de l'Île-de-France, qui est, à notre avis, très positive et qui restera très positive. Le développement sur l'étranger est-il envisageable? Non, pas sur PF Grand Paris. L'objectif de PF Grand Paris, c'est vraiment de faire on a d'autres SCPI pour ça. PFO2. Voilà, il faut acheter PFO et PFO2. Exactement. On n'a plus de questions. On va peut-être s'arrêter là. Je vais passer la parole à Eric Cosra pour conclure. Merci Yann, merci à vous tous de votre participation. Vous avez vu que vous êtes dans un produit qui est extrêmement résilient et qui traverse bien la crise, et vous verrez que les performances vont le prouver. Nous sommes convaincus d'être inscrits dans la dynamique du Grand Paris, qui est une métropole monde, et nous sommes convaincus de la pertinence
de nos choix et de notre orientation pour votre SCPI. Et puis, l'avenir sera également le fait d'avoir des immeubles vertueux sur le plan environnemental et puis qui prennent en compte également toutes les mutations que nous connaissons en ce qui concerne l'usage des immobiliers de bureau et notamment la question de l'emplacement des immeubles, notamment par rapport au transport en commun, par rapport également aux collaborateurs de nos clients, entreprises locataires, avec les déplacements et les services qu'ils peuvent obtenir dans nos différents immeubles. Donc tout ça est à la réflexion. Ce sont des pistes nous avions déjà envisagées avant le Covid. On voit que cette crise accélère beaucoup de mutations et vous assurez que Perial est résolument engagé dans ces nouvelles mutations et nous comptons être un acteur référent dans l'immobilier de demain. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite un bel été. Et puis, compte tenu du succès de ces webinaires, nous continuerons, même si nous pourrons nous rencontrer de manière présentielle, en tout cas, nous continuerons à vous informer à travers ces nouveaux outils de communication. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.